Bonjour, bon midi. Je suis contente de vous retrouver avec le jour 2 de Fenêtre la doula en toi, ce deuxième moment qui fait rebond à ce qu'on a vu hier. Avant qu'on commence, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous avez retenu d'hier? Si vous voulez me partager ça en commentaire, je serais curieuse de vous lire un mot ou une phrase ou quelque chose qui a peut-être résonné plus fort maintenant qu'on a laissé décanter tout ça. Hier, on a pris le temps d'écouter l'appel, de faire la différence aussi entre un appel puis une curiosité. Puis aujourd'hui, on va découvrir différentes façons de le vivre. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu d'hier? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué d'hier? C'est la question que je vous pose là tout de suite parce que probablement que ce qui reste comme ça à froid avec cette question-là, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose peut-être qui vibre plus fort ou qui est plus significatif pour vous. Aujourd'hui, on va approfondir c'est quoi une doula? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait pas? C'est quoi les définitions? C'est quoi la mission? Comment ça pratique une doula, au Québec en ce moment? Je vais essayer de vous donner les exemples le plus concrets possible, puis, vous montrer les différents visages de ces différents rôles-là. Êtes-vous prête? On y va. Alors, je vous disais que, j'ai attrapé ce métier-là en travaillant, en milieu hospitalier, que ça m'a vraiment, rentré droit dans le cœur, mais que j'avais quand même certaines, résistances ou en tout cas appréhension. Je ne savais pas exactement c'était quoi concrètement pratiquer, c'était quoi la définition d'une doula, puis honnêtement, les premiers mois, j'ai vraiment mis ça complètement de côté parce que j'avais besoin j'avais pas assez d'informations pour prendre une décision. C'est un peu ma motivation de vous transmettre ça aujourd'hui, c'est que, je pense que pour pouvoir réfléchir pleinement à une décision comme celle-là, on doit pouvoir un peu s'imaginer dedans, puis s'imaginer avec des repères concrets. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Par contre, une fois que ma décision a été prise, ça a vraiment déboulé. J'ai embarqué en formation, j'ai choisi ma formation aussi pour, des valeurs qui étaient en cohérence avec les miennes. Puis à partir de là, ça a été vraiment très, très rapide. J'ai eu une mentor extraordinaire qui m'a rapidement initiée au métier. Bref, les étapes se sont enchaînées. On va les voir un peu plus demain pour que je puisse pratiquer puis devenir, rapidement autonome dans ma pratique, doula. Hem Que c'est possible d'ajouter malgré qu'on soit soi-même nouvellement maman, d'y arriver, que c'est possible d'y arriver malgré qu'on soit nouvellement maman, bien, c'est tellement en cohérence avec cet espace-là dans la vie, tu sais? Honnêtement, Cindy, tu sais, en ce moment, tu en manges, là. Tu es dedans, tu es dedans, à l'intérieur de toi, autour de toi. Fait que c'est souvent, en fait, un chemin très, 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 fréquent ça, de devenir soi-même maman puis de sentir cet appel-là à ce moment-là parce que l'expérience qu'on vit nous ouvre tellement d'horizons, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a tellement de possibilités avec lesquelles on n'était pas du tout en contact. Ça fait une énorme différence d'avoir pu le vivre soi-même. C'est pas un prérequis, mais c'est un chemin souvent emprunté. J'ai moi-même, été vers l'accompagnement après mon premier accouchement. Fait que c'est souvent là, les groupes là, c'est souvent des nouvelles ou futures mamans où on tu sais, on est dans cet espace-là. On met, on consomme un petit peu de contenu sur la périnatalité, puis là, on fait comme: «Oh mon Dieu», ça moi, je disais que ça faisait vibrer toutes les fréquences de mon être. C'est comme si j'avais été constituée pour, être dans cet univers-là. Après ça, ça évolue avec nous. C'est ça qui est beau, c'est que, mes enfants sont plus grands maintenant, puis je suis appelée à travailler différemment dans ce milieu-là. On se renouvelle un peu tout le temps, puis c'est un peu ça la magie aussi, c'est d'être, assez autonome pour pouvoir s'accompagner soi, accompagner sa famille à travers les obligations de notre travail. Ça continue d'arriver. Alors je continue. Hier, je vous ai parlé de la mission d'une doula, bon, d'une présence bienveillante, constante. Constante, c'est vraiment important parce qu'on est le fil conducteur. Les gens nous choisissent, on arrive dans leur univers, on prend contact avec eux, on apprend à les connaître, puis on est vraiment un fil continu pendant la période prénatale, l'accouchement, le postnatal. On est vraiment une espèce de guide à travers ça parce qu'on devient une personne de référence.
Et on est les seules personnes qu'elles vont choisir. Donc, l'importance de l'engagement, de la présence, c'est une valeur qui est fondamentale, qui est déterminante dans la posture de doula, parce qu'on est les personnes nous ont choisis, parce qu'il y a quelque chose qui clique envers nous. Fait que c'est sûr que ça amène un contexte particulier, ça. Compétente parce que vous allez avoir de la formation, vous allez approfondir vos connaissances, vous allez aller beaucoup plus loin que ce que monsieur, madame, tout le monde connaît. Donc, compétente de par votre expérience aussi avec le temps, avec vos propres expériences personnelles, mais aussi celles que vous allez être appelé à développer auprès de la clientèle, au service des familles. C'est un petit peu, je pense que la façon la plus simple de le dire, c'est que c'est les familles qui sont nos patrons. Je me sens entre guillemets, mais étant donné que chaque famille est différente, que chaque personne est différente, ben nous, on s'adapte à ces besoins-là, à ces particularités-là, dans notre champ d'expertise, évidemment, dans notre champ de travail. Il y a des professionnels divers qui vont travailler autour de cette famille-là, certains avec des responsabilités médicales, d'autres avec des responsabilités peut-être plus psychologiques. Notre rôle est vraiment distinctif et complémentaire à tout ça, puis on va le voir tantôt. Dans le respect total de leur choix, c'est souvent là où ça fait la plus grande différence parce qu'on est une personne qu'ils choisissent pour embarquer dans leur équipe. Là, ça peut paraître des fois peut-être un peu spécial de le voir comme ça, mais bien souvent, les familles se voient un petit peu à l'extérieur de l'équipe de soins avec laquelle ils sont appelés à traverser leur expérience. Donc, ils cherchent quelqu'un qui a de l'expérience, qui comprend bien cet univers-là, qui comprend bien l'envers du décor du milieu de la santé pour les guider à travers ça parce qu'ils se sentent souvent en dehors du milieu. C'est triste un petit peu parce que ça serait beau qu'on puisse voir l'ensemble comme un tout. Il y a une famille qui va donner naissance, il y a différents professionnels autour d'eux, mais tous ensemble, on forme un tout avec chacune de nos zones de compétences, chacune de nos expériences, notre expertise, nos connaissances. Puis en rassemblant tout ça autour d'une famille, c'est là où on vient enrichir puis bonifier l'expérience de cette famille-là quand tout le monde est dans sa zone en complémentarité. Donc, au-delà de ça, la doula, c'est une personne qui va écouter sans jugement. On n'est pas régi par un protocole, un ordre, des règles strictes. Évidemment qu'on a une éthique de travail. Ça, on va l'explorer beaucoup en formation. On a une éthique, on a un cadre, mais ce n'est pas aussi lourd administrativement parlant, rigide au niveau des protocoles que d'autres professions qui vont graviter autour de ces familles-là. Ce que ça veut dire, c'est que bien souvent, on crée une relation d'égal à égal avec les gens qui fait en sorte qu'il y a une énorme complicité qui se crée, une grande confiance aussi. Donc, on doit être en mesure d'offrir cette écoute-là sans jugement. Je vous parlais précédemment de le naturel que les gens viennent vers vous pour se confier, ils se sentent à l'aise de parler de choses qui sont peut-être plus intimes. Bien souvent, c'est une compétence qu'on a, qui est innée, ou qu'on va développer, une qualité d'écoute, mais il y a quelque chose qui est là dans le lien de confiance qui s'installe assez rapidement de façon naturelle. Soutenir sans imposer. On a développé nos compétences, on a développé nos connaissances, mais personne ne connaît la recette parfaite de l'accouchement parfait. Ça n'existe pas. Parce que chaque personne étant différente, avec des besoins différents, avec des blessures différentes, dans le sens où peut-être il y a des gens qui ont certaines appréhensions que d'autres n'ont pas et vice-versa. Fait qu'on ne peut pas imposer une vision rigide de la naissance. Par contre, la physiologie de la naissance peut nous révéler certaines vérités, certains besoins, mais on va devoir naviguer entre ça, puis la réalité de cette famille-là. Puis c'est ça notre talent, en fait, c'est de réussir à harmoniser tous ensemble parce qu'on a les connaissances qu'on a. On informe sans diriger. Ça aussi, c'est important. On transmet nos connaissances pour que les gens puissent nourrir leurs réflexions, qu'ils puissent se poser des bonnes questions, faire avancer leur chemin de pensée, leurs connaissances, puis à partir de là, faire en sorte de faire des choix éclairés. Fait qu'on ne va pas dire, ben moi, si j'étais toi, je ferais ça. Ce n'est pas de cet ordre-là. Au contraire, ce qu'on veut, c'est soutenir l'autonomie puis l'indépendance des gens. On veut qu'ils puissent
prendre responsabilité sur leur expérience, s'approprier leur expérience de naissance. À partir de là, ben, on doit pouvoir dire, ben, il y a cette avenue-là, il y a cette avenue-là, il y a cette avenue-là. Voici les avantages et inconvénients de chacune d'elles. Qu'est-ce qui résonne le plus pour toi? Et dans cette façon-là de proposer les choses, on amplifie encore plus notre lien de confiance parce qu'on n'a rien à vendre, on n'a rien à gagner. C'est vraiment eux qui écrivent leur histoire. C'est ce qui permet de créer un sentiment de plus grande assurance pendant l'expérience de naissance. Puis ça, l'assurance et la confiance, là, c'est des alliés précieux parce qu'on doit pouvoir contrer l'aspect un peu plus stressant de l'expérience de naissance parce que le stress, c'est l'ennemi numéro un. Créer un espace sécuritaire, doux et humain. Beaucoup de gens ont un rapport avec le milieu hospitalier un peu hostile. C'est normal. La plupart du temps, quand on se ramasse là, on ne va pas bien, on est malade, on est blessé ou on a un proche qui ne va pas bien. Fait que notre rapport est souvent un peu teinté de tout ça. C'est un peu contradictoire d'aller donner naissance dans ce même lieu-là, vu qu'il y a ces rapports-là, mais en même temps, c'est là que se trouvent les soins. Donc, il y a ça, il y a la maison de naissance propose aussi une expérience qui est vraiment très, très différente. Fait que selon là où les gens ont choisi de donner naissance, on va s'adapter à amener plus de sentiments de sécurité, de douceur et d'humanité. On ne se le cachera pas, le milieu de la santé en ce moment est en crise. Il y a énormément de défis d'avoir le personnel qu'on a besoin sur les étages, d'avoir il y a des ratios là, qui sont écrits dans les livres, mais qui sont difficiles à maintenir dans la réalité. Fait avec toute la bonne volonté des gens qui y travaillent, pour y avoir travaillé pendant des années, c'est des gens de qualité, c'est des gens compétents, c'est des gens qui sont vraiment investis. Mais malheureusement, le réseau autour, lui, n'est pas tout à fait raccord avec l'engagement de ces gens-là, puis ça crée des difficultés. Alors, il y a des gens qui vont traverser leur suivi de grossesse, leur expérience de naissance et vont se sentir vraiment seuls, vont pas avoir l'impression d'être entendus parce que tout va trop vite, parce que le volume est grand, pour plein de raisons qui sont souvent totalement hors du contrôle des individus qui y travaillent. Fait qu'on vient vraiment pallier à ces défis-là par la qualité de notre présence, par la qualité des échanges qu'on va créer, par la complicité aussi. Faut-il être nécessairement du milieu de la santé pour devenir doula? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Avec les années, dans mes cohortes, j'ai eu vraiment tous les types d'emplois existants, de la tatoueuse à la débosseleuse. Oui, il y a eu des infirmières, oui, il y a eu des travailleurs sociaux, oui, il y a eu des psychoéducatrices, mais il y a eu des hygiénistes dentaires, il y a eu des secrétaires, il y a eu des propriétaires d'entreprises, des gens en marketing. Le point commun de tous ces gens-là, c'est qu'ils ont envie d'amener plus d'humain dans leur quotidien, plus de bienveillance, de sensibilité, un rythme aussi qui est plus raccord avec le leur, un rythme qui est moins imposé par le milieu de travail, par exemple. Fait que non, ce n'est pas un prérequis d'être un professionnel de la santé pour devenir doula. Aussi, la doula aide à transformer les défis en confiance puis en puissance. Des défis quand on s'apprête à donner naissance, quand on s'apprête à devenir parent, il y en a de tout acabit. Il y a des défis de santé, il y a des défis psychosociaux, il y a des défis physiques, il y a des défis d'adaptation, il y a des défis de transition, il y a des défis de connaissance. Il y a toutes sortes de challenges qui viennent avec la parentalité parce qu'on vit une période de transition, parce qu'on apprend, on se redécouvre soi-même et dans son couple, on se redécouvre même dans sa famille, hein. Il y a des gens qui ont des relations tout à coup plus tendues avec les parents, les beaux-parents. Avant qu'il y ait des enfants, ce n'était pas le cas. Fait que tout ça pour dire que tous ces petits défis-là, ben, on est là pour les accueillir, les recevoir, puis ultimement, peut-être même suggérer des choses parce que vous allez accumuler beaucoup d'expérience dans cette portion-là de l'expérience d'une vie. Fait que vous allez développer un coffre à outils vraiment très, très rempli. Et c'est pas surprenant, ça m'arrive encore aujourd'hui de me faire appeler par des gens que j'ai accompagnés il y a quelques mois, quelques années, qui ont une question, puis ils voudraient avoir mon opinion là-dessus ou mes conseils là-dessus parce que on a ce lien-là de confiance. Ils seraient curieuses de savoir ce que j'en pense. Alors, c'est ça la qualité de relation qu'on peut développer avec les gens, puis ça fait une énorme différence. On continue. La mission profonde, parce que la mission en surface, ce qui est là de prime abord, en dessous, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus riche
qui est d'offrir un soutien émotionnel, pratique, informatif, qui permet aux parents de vivre leur expérience avec plus de sérénité, d'autonomie et de sens, de cohérence. Si on ne se pose pas de questions quand on est dans ce processus-là, on va être happé par les gens qu'on va être appelés à côtoyer. Donc, on va rentrer peut-être dans le suivi de santé, on va se faire dire présente-toi à telle heure, tel jour, c'est là que ça commence. Après ça, va faire tel test, va faire ci, va faire ça. Il y a beaucoup de gens qui traversent ça sans comprendre vraiment pourquoi qu'ils le font, où ils ont plein de questions, où ils ont plein d'inquiétudes, juste en lien avec les tests courants, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir l'information pour faire une réflexion par rapport à ça. Puis il n'est même pas question d'accepter ou refuser le test, juste de comprendre pourquoi tu le fais. Ça vient apaiser beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont une propension à l'anxiété plus grande que d'autres aussi. Fait que ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils se sentent anxieux. Puis il n'y a pas d'espace beaucoup dans le réseau pour ça. Donc, de permettre de trouver sa cohérence, d'être autonome ou aller chercher l'information qui me manque pour me sentir plus en confiance, ça amène beaucoup de sérénité. Puis je vous disais que le stress, c'est l'ennemi numéro un. On vit dans une société stressante. Notre niveau de stress au quotidien, là, alors que tout va bien, est énormément plus supérieur à ceux de nos grands-parents parce que le rythme est plus effréné, parce qu'on est toujours très, très sollicité. La technologie, ça a plein d'avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Fait que le rythme de base, le niveau de stress de base est supérieur. On s'en rend même plus compte qu'on a ce niveau de stress-là. Ça demande une grande conscience de soi pour ramener ça à un niveau plus bas. En général, ça va demander peut-être, ça va nécessiter des fois des défis de santé, des défis d'adaptation pour réaliser que c'est effréné puis qu'on a de la difficulté à suivre. Alors, quand on est dans un contexte de naissance, qu'il y a des petits défis, qu'il y a de l'inconnu, qu'il y a plein d'informations qui arrivent, bien, ça se peut que ça vienne amplifier le niveau de stress au quotidien. C'est qu'on est un agent calmant. Quand j'ai commencé à pratiquer, des formatrices avaient dit si la doula pouvait être une pilule rentable, là, tu sais, commercialisable, comment est-ce que ouais, en tout cas, qu'on pouvait mettre en marché ça. On pouvait l'encapsuler puis le mettre en marché, ça ferait longtemps que ça serait fait. Parce que ça a un effet vraiment apaisant, d'avoir une personne guide, d'avoir une personne de référence, d'avoir un point de repère comme ça dans le temps. Ça fait une énorme différence. Puis la grande majorité des gens gagnent à avoir ça. Euh, le rôle de la doula s'adapte selon les besoins, les compétences et les limites de chacune. OK? Fait que ça veut dire que quand tu commences ta pratique, ça se peut que tu te sentes démuni à certains moments. Il y a toujours, tu vas toujours prendre des accompagnements que tu es capable d'honorer. Ça, c'est vraiment pour avoir vu des centaines de doulas naître dans les dernières années. On marche vraiment la route là où on est rendu. Puis la magie dans tout ça, c'est que la formation qu'on propose, en tout cas à l'Académie, la communauté est tellement tissée serrée, tellement riche, que tu n'es jamais laissé à toi-même dans tes premiers accompagnements, dans tes balbutiements, dans tes questionnements, dans tes réflexions. Il y a toujours, toujours des collègues, des enseignantes qui sont là pour te soutenir. Fait que tu marches ta route, tranquillement, tu crées ta pratique, tu prends de l'assurance, tu rouvres ta zone de confort, puis tu deviens de plus en plus à l'aise dans différentes situations, mais tu n'es jamais laissé à toi-même là-dedans. OK, on continue avec ça. Super important de comprendre que la doula ne remplace pas le professionnel de la santé. Au contraire, elle va compléter le travail des professionnels de la santé. C'est un rôle qui s'adapte en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Fait que si l'accouchement a lieu à l'hôpital, c'est une chose. Si l'accouchement a lieu en maison de naissance, c'est autre chose. Si l'accouchement a lieu à domicile avec l'équipe sage-femme, c'est autre chose. Si on est en prénatal, en postnatal, on va s'adapter. Si la grossesse se passe rondement ou qu'il y a des défis de santé, on va s'adapter. On est vraiment le plus grand talent d'une doula, c'est sa capacité d'adaptation, c'est sa capacité de raisonnement, de trouver des solutions, de proposer des choses, et c'est ça qui est rassurant pour les gens. Alors, on n'est pas du tout un remplaçant au professionnel de la santé, mais on vient remplir un vide qui est encore plus présent aujourd'hui qu'avant. Les grands visages de la doula. Bon, maintenant, tu sais, la doula, on en a parlé au sens large. Maintenant, on va en parler au sens vraiment plus précis. Il y a la doula de naissance. Donc, elle est présente avant, pendant puis après l'accouchement.
c'est un soutien vraiment émotionnel, un soutien de préparation, puis une présence en continu. Donc, c'est une personne de référence. C'est souvent à elle qu'on fait référence quand on parle d'accompagnement à la naissance. On va penser à elle qui fait de la préparation prénatale, on va penser à elle qui est présente pendant l'accouchement pour travailler autour de la diade parentale ou des gens qui sont présents. On est vraiment là pour soutenir l'équipe que cette famille-là forme déjà. On est là peut-être pour prendre une place plus grande si maman est solo parentale. Des fois, il y a pas un conjoint, mais il y a une sœur ou une amie ou il y a une conjointe. Bref, tous les scénarios possibles, nous, on s'adapte là-dedans. On est présente avant, pendant et après. Après le retour en postnatal, le soutien à l'allaitement, la dégestation, toutes ces petites phases-là, on va être en maîtrise de ces connaissances-là pour guider les gens à travers ce processus-là. Il y a la doula postnatale. Elle se concentre vraiment sur l'accompagnement après. Il y a des rencontres avant, évidemment, pour se préparer, mais elle va préparer le postnatal. Le postnatal, à l'heure actuelle, ça reste encore le mal-aimé de la périnatalité. Je dis le mal-aimé parce que c'est le mal soutenu. C'est là où tout se fracasse parce que on va mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur la prise en charge médicale pendant la grossesse. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de contrôle, d'examen, de rencontres, de rendez-vous. Là, on va être à l'accouchement, on va dire, on va faire une grande prise en charge de la patiente. Puis quand l'accouchement est terminé, on passe 24 à 36 heures, si on parle d'une naissance par voie basse, évidemment, puis tu rentres à la maison, tu es laissé un peu à toi-même, tu sais. Alors, la doula postnatale, elle investit vraiment cette période-là. Elle va proposer un soutien émotionnel et pratique après la naissance. Donc, elle va aider à la récupération de la famille en venant préparer des repas, faire du ménage léger, donner des conseils d'allaitement, prendre soin de bébé pendant que maman prend soin d'elle. Des fois, elle va faire quelques heures dans les premières semaines, puis plus quand le conjoint ou la conjointe reprend le travail. Tu sais, c'est des périodes de transition, fait qu'on fait un plan d'accompagnement postnatal fixé carrément sur les besoins des gens. Puis, on est vraiment dans cette zone-là de façon très, très concentrée. L'idée, c'est vraiment de préserver le bien-être émotionnel de la famille et d'adoucir l'atterrissage en postnatal. Je ne sais pas pour celles qui ont des enfants là, qui m'écoutent, mais ça reste, je pense que en règle générale, on ne mesure pas à quel point le postnatal, c'est chargé. On focus tellement sur l'accouchement, on prépare, puis c'est très bien, là, c'est une bonne chose de préparer son accouchement, mais je pense qu'on est rendu à l'étape de travailler, de préparer autant son postnatal que l'accouchement. La douleur en naturopathie, elle, dans le fond, quand on fait doula de naissance ou doula postnatale, on arrive à un statut où on peut souscrire au titre de naturothérapeute. Donc, il y a possibilité d'émettre des reçus que certaines assurances corporatives vont couvrir. Il y a possibilité de rejoindre certaines associations également. La doula en naturopathie, elle, va plus loin dans sa formation. Elle veut accompagner avec une approche globale, avec des soins naturels. Elle va soutenir la santé, l'équilibre émotionnel et physique. Donc, au niveau de la santé de la femme, beaucoup, que ce soit en préconception, fertilité, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, après, on va même aller jusqu'à des formations sur les hormones, tu sais, les fluctuations hormonales tout au long de la vie des femmes. Fait qu'il y a vraiment une démarche naturopathique autour de ça, mais ici, qui est ciblée sur la périnatalité. Donc, la naturopathie au sens large, c'est vraiment la santé globale de l'humain. Là, on parle de naturopathie en périnatalité. Donc, l'information, elle est vraiment concentrée sur la conception, préconception, fertilité, grossesse, accouchement, postnatal, allaitement. Puis on soutient toute cette période-là avec des moyens le plus naturels possible. On va travailler en complément aux autres rôles ou spécialisations. Donc, on n'est pas, on remplace pas un professionnel de la santé, encore une fois. S'il y a des médicaments qui sont prescrits par un médecin, on va travailler en conjointement avec tout ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir une connaissance complémentaire à cette approche-là pour soutenir des fois des traitements qui sont incontournables ou pour prévenir finalement des problématiques plus importantes.
Les qualités humaines essentielles, j'y reviens parce que c'est important. On a parlé d'écoute active. L'écoute active, là, c'est de vraiment entendre ce que l'autre dit ou ne dit pas. Moi, je dis souvent que c'est d'entendre ce que les mots ne disent pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce que la personne me dit? On parle de présence, un savoir-être sans avoir besoin de faire des choses. La qualité de présence, c'est pas d'être all over the place, d'être toujours en train de faire quelque chose. Dans un contexte de naissance, des fois, rien faire, c'est faire quelque chose parce que c'est ce qui est requis à ce moment-là. Fait que la qualité de présence, c'est de savoir jauger. Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je dois être un peu plus en retrait? De quoi les gens ont vraiment besoin en ce moment? Comment je vais servir cette famille-là, cette naissance-là au meilleur de moi-même? Ancrage, parce que, évidemment, la naissance, c'est une expérience qui est très, très chargée émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Donc, comment on réussit à garder son calme, son ancre, quand des fois ça devient plus intense, quand ça devient moins maîtrisable, où on a besoin de plus d'intervention, où on fait face à des situations qui sont peut-être moins rose bonbon, pub de couche, puis on est dans dans une situation où, au contraire, c'est réel, puis il y a beaucoup d'émotions, c'est chargé. On ne se cachera pas non plus qu'il peut y avoir de la fatigue qui s'accumule, hein. Les naissances, ça a lieu souvent la nuit. C'est beaucoup la nuit ou en tout cas au petit matin. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, on va apprendre à l'intérieur de la formation à travailler ça. Comment on écoute les gens au-delà des mots? Comment on fait acte de présence sans meubler tout avec des actions? Puis comment on garde son encre quand on se retrouve dans une situation où il y a peut-être beaucoup de vent, beaucoup d'intempéries? Évidemment, le non-jugement. Moi, je pense que le plus beau cadeau que j'ai réalisé avec ce métier-là, c'est qu'on pouvait tout me dire. C'est souvent ce qu'on m'a dit. On peut tout te dire. Je sens que je peux tout te dire. C'est tellement précieux. Avoir une personne à qui on peut tout dire, même quand c'est pas beau, même quand ça fait mal, même quand on se sent vulnérable, c'est tellement important d'avoir des gens comme ça dans la vie. Puis malheureusement, l'écoute, l'attention pleine et entière, c'est quelque chose qui est en voie d'extinction avec le rythme de vie qu'on a, avec toutes les notifications qu'on a. Est-ce que vous rappelez d'un moment dans la dernière semaine où vous avez reçu l'attention pleine et entière de quelqu'un qui a dit je t'écoute, qui a laissé le silence prendre toute sa place, que vous puissiez vous exprimer? C'est extrêmement rare d'avoir ce genre d'attention-là. Et dans un contexte comme celui-là, c'est tellement important. Sentir que l'autre nous écoute sans jugement, qu'on peut tout dire. C'est ça qu'on apprend à faire. Oui, on apprend avec nos connaissances, avec nos compétences, avec notre expertise, mais surtout, on apprend à être là sans jugement, dans une écoute pleine et entière, dans une ouverture pleine et entière qui fait en sorte que la personne se sent tellement en sécurité qu'elle peut tout dire. Moi, juste ça, là, ça a été un cadeau. Parce qu'après ça, un coup qu'on a développé cette compétence-là, on peut se l'offrir à soi-même, donc trouver des gens avec qui on peut avoir ces échanges-là. On peut l'offrir à nos proches, à quelqu'un qui vit une difficulté. On sait exactement comment être auprès de cette personne-là. Il n'y a pas plus beau cadeau que ça. À nos enfants qui vivent des difficultés, bâtir une relation de confiance tellement solide que même quand c'est pas beau, ils se sentent à l'aise de tout dire. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça qu'on veut créer. C'est précieux. Euh, ouais. Je parlais de situations qui peuvent des fois virer bout pour bout. Des fois, on se prépare au mieux à vivre une expérience positive. On a travaillé sur soi, on s'est préparé. Puis, pour des raisons qu'on ne s'explique pas toujours, la physiologie n'est pas au rendez-vous à ce moment-là. Donc, ça va faire partie aussi de la formation, d'être capable d'accompagner des deuils. Pas nécessairement des deuils parce qu'il y a eu de la mortalité, ce qui est quand même statistiquement très faible. Le deuil, c'est pas nécessairement que de cet ordre-là, mais le deuil d'une expérience qu'on souhaitait, le deuil d'une naissance attendue, le deuil d'une grossesse, le deuil d'une naissance par voie basse, le deuil d'une relation. Bref, ça fait vraiment partie d'être accompagnante que de pouvoir accompagner le deuil.
Puis, bien évidemment, d'être capable de faire nous aussi certains deuils à travers ça. Des fois, on va avoir travaillé vraiment fort avec une famille pour quelque chose, pour avoir un accouchement vaginal après césarienne, par exemple. Puis finalement, malgré tout, notre investissement en temps, notre énergie, nos connaissances, nos compétences, malgré tout ce qu'on va avoir tenté pendant cette naissance-là, au meilleur de nous-mêmes, ben, on va arriver en césarienne pareil. Fait que nous aussi, on va être appelés à vivre certains deuils auprès des familles. Alors, on va apprendre à naviguer aussi ces émotions-là. Je vous partage la différence entre accompagner et sauver parce que c'est vraiment un changement de posture super important. Euh, la posture de sauveur, bien souvent, va priver les gens d'un pouvoir d'action qui leur est propre. Alors que la posture d'accompagnement, c'est marcher aux côtés des gens pendant qu'ils font leur chemin, pendant qu'ils font leur route, pendant qu'ils accomplissent leur, pendant qu'ils font leurs accomplissements eux-mêmes. Donc, vouloir sauver les gens, des fois, c'est ça qui nous amène au métier. Tu sais, on veut s'impliquer d'une façon, on veut sauver les femmes des accouchements traumatiques, on veut sauver les familles, on veut. Tu sais, c'est souvent le leitmotiv, la première étape, puis c'est bien correct. On va juste recadrer ça pour mettre l'énergie à la bonne place. Parce que sauver, ça veut aussi dire porter des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Ça veut aussi dire se juger sur le résultat de l'autre, puis ça ne nous appartient toujours pas. Puis c'est pas quelque chose, c'est pas une posture qui est énergétiquement viable à long terme. Fait qu'on va vouloir que les familles se sauvent elles-mêmes avec notre soutien. Puis on va se dégager d'un poids de résultat qui n'est pas accessible par nous-mêmes. Si je me mets dans l'idée d'aller courir un marathon, ça m'appartient, je m'entraîne, je fais mes affaires, le résultat m'appartient, la démarche m'appartient. Mais si je me mets dans la tête de convaincre mon conjoint d'aller courir un marathon, la marge est plus grande. Puis, j'ai pas de pouvoir sur ça. Ses décisions, sur son investissement, je pourrais être irritée parce qu'il ne s'entraîne pas. Je pourrais être dans un état d'esprit qui est vraiment pas optimal, ni pour lui, ni pour moi. Fait que c'est ça qu'on veut aussi éviter à l'intérieur de la relation qu'on va développer avec notre clientèle. On veut vraiment leur offrir un espace d'empowerment. Puis pour ça, ben, il faut nous avoir la bonne posture. Puis ça, on le travaille vraiment en formation. Alors, je vous pose la question maintenant. Si tu étais doula demain, quel rôle t'attirerait le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est plus la doula de naissance? Est-ce que c'est plus la doula postnatale? Est-ce que toi, c'est la naturopathie qui t'intéresse pour pouvoir soutenir la famille de façon globale avec des moyens plus naturels? Je vous pose la question parce que ça va aussi orienter un peu plus la formation vers laquelle on va se diriger selon les choix qu'on va faire. Demain, on va approfondir comment vivre de ce métier-là. Fait que ça va aussi venir nourrir vos réflexions. Comment on organise les différents pôles, ça aussi, on va pouvoir en parler plus demain. Une note du postnatal ou naturopathie. OK. Déjà, on a une idée un petit peu plus de comment va s'organiser l'horaire, comment va s'organiser la formation. Fait que là, je vous partage 3 témoignages, justement, qui sont en lien avec la prise de décision. Tu sais, comment est-ce qu'on en vient à faire ce pas-là? Sophie avait 2 enfants. Elle a choisi de faire de l'accompagnement à la naissance. Après la naissance de son deuxième bébé, elle a réalisé que la présence continue d'une personne calme et rassurante pouvait tout changer. Donc, elle ne l'avait pas vécu au premier bébé, mais au deuxième, oui. Elle a quitté son poste en ressources humaines pour accompagner les naissances et elle n'a jamais regardé en arrière. Quand je vous disais que il y a quelque chose qui se déploie dans l'expérience qu'on a souvent en lien avec la naissance. Tout à coup, des fois, il y a des évidences qui émergent. Amélie, elle, a fait une reconversion après un burn-out. Elle est devenue doula en naturopathie. Elle travaillait déjà dans le domaine médical, mais elle sentait qu'elle voulait soutenir la santé autrement. Donc, en combinant son rôle de naturo à un rôle de doula, elle a aidé les femmes à retrouver équilibre, vitalité avant et après la naissance. Puis, ça lui a donné énormément de lumière. C'est quelque chose qui a complètement changé son rapport au travail. Quand on vit un épuisement ou un burn-out, quand on sent qu'on n'est plus à la bonne place, le travail, ça prend vraiment beaucoup de place dans notre vie, dans notre quotidien. Alors, trouver une place où on se sent
à sa place, ça n'a pas de prix. Puis bien souvent, le burn-out et l'épuisement sont déjà des signes que peut-être on n'est pas à notre place à ce moment-là. Nadia, elle avait pas d'enfant, puis elle avait quand même 48 ans. Elle a choisi de s'impliquer, elle, dans le postnatal. Elle pensait qu'il fallait être maman pour comprendre. Puis elle a vu que ce qui comptait, c'était l'écoute, la patience et la douceur. Puis honnêtement, elle en avait à offrir énormément. Alors aujourd'hui, elle aide les familles à traverser les premières semaines avec plus de repos et moins de stress. Elle est encore toute jeune, j'ai 44 ans, fait que je ne vais pas dire, mais c'est quand même une présence maternante. C'est un peu comme une grand-mère, tu sais, elle n'est pas grand-mère, elle n'a pas l'âge d'être une grand-mère, si jamais elle m'écoute. Mais c'est quand même une présence maternante. Puis ça, c'est souvent pour ça qu'on est engagé aussi. Une personne, une femme maternante, bienveillante, qui est un peu comme une grande sœur, comme une maman, comme c'est souvent les références auxquelles les gens vont nous identifier. Alors, je vais conclure avec vous aujourd'hui là-dessus. Que tu sois appelé par la salle des naissances, par la douceur du postnatal ou par l'accompagnement global, tu peux trouver ta place. Aujourd'hui, j'aimerais ça que vous preniez le temps de réfléchir à ce qui fait le plus de sens pour vous dans votre réalité en ce moment. Parce que ça peut être appelé à changer ça avec le temps. Ça se peut qu'on commence avec du postnatal plus parce qu'on a un jeune bébé ou pas. Moi, avec mes jeunes bébés, c'était la naissance qui faisait plus de sens dans la réalité dans laquelle j'étais, ou on a un beau réseau, on fait de l'accompagnement à la naissance, ou au contraire, on veut plus développer la naturopathie puis avoir une approche peut-être plus avec un horaire, avec un bureau, tout ça. On va détailler tout ça demain. Demain, je vais vraiment vous parler comment ça s'organise, comment ça se rentabilise aussi, parce qu'on parle de travailler, hein, on ne parle pas de bénévolat. Il y a possibilité de faire du bénévolat aussi, évidemment, mais ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'on puisse vivre d'une passion, puis vivre du temps qu'on investit aussi envers les autres. Fait que je veux que vous repartiez aujourd'hui avec déjà un regard un peu plus précis sur les différents rôles. Demain, je vous explique comment on les met en place. Est-ce qu'on est toujours 100% travailleur autonome? Est-ce qu'on peut travailler pour quelqu'un? Est-ce qu'on peut être employé dans ce contexte-là? Est-ce qu'on peut s'impliquer? Est-ce qu'on peut démarrer une pratique? Comment est-ce que toutes les possibilités, puis financièrement, de quoi ça a l'air? À quoi ça ressemble, cette pratique-là? Euh, Aujourd'hui, on a parlé du fait que le métier avait plusieurs visages, que ce n'est pas un chemin unique non plus, que ce n'est pas non plus une case à cocher hein, en termes de formation. On peut prendre différents chemins. Puis ça aussi, je vais vous l'expliquer demain, comment la formation s'organise selon les différents profils qui vous interpellent. Mais c'est une façon d'être au service, puis c'est une façon aussi de façonner ça à son image. Vous avez une personnalité, vous avez des intérêts diversifiés, vous avez des compétences, des qualités. Il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres. On met ça de l'avant parce que ce qu'on a à offrir aux gens, c'est soi. On est notre propre outil, on est notre propre produit. Alors, on va travailler là-dessus, on va développer ça parce que c'est ça qu'on a à vendre. Je me sens de gros guillemets, mais c'est ça qu'on a à offrir. Fait que demain, on va voir comment transformer cet élan-là en un métier qui est concret, qui est durable et qui, évidemment, qui vous fait vivre. Avez-vous des questions pour moi? Quelque chose que vous aimeriez porter à mon attention avant qu'on se quitte? Moi, j'en ai peut-être une. Vas-y, je t'écoute. Euh, pour les trois profils de doula, je vais le dire comme ça, Oui. le temps de formation doit. Et j'imagine qu'il y a une base commune, mais on peut, mettons, pour devenir doula en naturopathie, c'est un cheminement qui peut prendre combien de temps de façon La réaliste? naturopathie, je te Ouais. dirais un an et demi, à peu près, en tout et partout. Mais tu peux commencer à pratiquer bien avant, tu sais, progressivement, parce que, comme tu dis, il y a un tronc commun. Fait que la formation de base te permet déjà de commencer à faire de la préparation ou de l'accompagnement, tout ça. Puis là, ben, tu vas aller parfaire, approfondir tes connaissances en naturopathie au fur et à mesure du temps, mais tu peux commencer à pratiquer assez rapidement quand même. C'est pour les reçus, par contre, que tu vas devoir attendre d'avoir complété ta formation. OK. Mais Puis, il y a quand même, ça se fait à mi-chemin, là, je vais expliquer les détails demain, mais c'est ça. Il y a possibilité quand même de commencer à pratiquer rapidement. OK, super. Une question dans le chat, peut-être?
Ah non, tu peux faire les 2, Juliette. Tu peux faire autant doula de naissance que postnatal. En fait, tu sais, puis là, ça dépend vraiment. C'est pour ça qu'on parle de profil, c'est que personnellement, moi, je faisais tellement de naissances, c'est là où j'avais vraiment j'étais efficace, puis c'était ma zone de génie, que j'avais pas de temps dans mon horaire pour être aussi présente comme j'aurais voulu en postnatal. Fait que je me suis accoquinée avec des doulas postnatales, puis on offrait vraiment une approche complète, chacune dans notre zone de génie, parce que celle avec qui j'étais en postnatal ne faisait pas de naissance. Fait qu'à nous 2, on arrivait à offrir vraiment quelque chose parce que, tu sais, il y avait ça aussi, quand j'ai passé un 20-24 heures avec quelqu'un, ça me prend une couple de journées m'en remettre, mais elles, ils vont avoir besoin, là, dans les jours qui vont suivre, puis j'aurais peut-être pas l'énergie, là, pour, je voulais que mes enfants me reconnaissent quand je rentrais chez nous. Fait que c'est ça. Ça, ça a été ma façon à moi de l'organiser. Après ça, il y a des gens qui vont faire moins d'accompagnement, puis ils vont offrir des accompagnements plus complets. Fait que c'est toutes des façons différentes de mettre ça en place. Bienvenue. J'aurais peut-être une autre question. Ouais, Est-ce que vous formez des doulas qui sont hors des grands centres du Québec, qui sont plus dans les absolument, régions? OK. absolument. Dans chaque cohorte, il y a des doulas à la grandeur du Québec. J'en ai même qui sont hors Québec. Fait que non, il y a pas. C'est ça la beauté de la visio. Quand je dis que la technologie a ses avantages et ses inconvénients, le gros avantage, c'est qu'avant que ça soit aussi accessible, ben, il y avait des régions qui n'étaient pas desservies par l'accompagnement, puis c'était un problème, là. Fait que les gens aimaient bien, ceux qui voulaient se former devaient se déplacer vers les grands centres. Fait que c'était vraiment très, très difficile financièrement, logistiquement, tout ça. Fait que ça faisait que les régions plus éloignées n'avaient pas de service, pas de milieu doula, ce qui est c'est plus exact aujourd'hui. Ça reste que les grands centres ont souvent une plus grande agglomération de doula que plus en région, mais il y en a partout. Puis la formation prend-tu compte un peu de cette différence de réalité-là? Oui, absolument. Par exemple, la réalité à Montréal, tu sais, tu vas prendre la distance de chez toi. Tu sais, les clients, ils ont quelle distance? Ben, tu sais, à Montréal, les gens sont plus frileux, ils vont y rester plus proches parce qu'il y a un volume de clientèle beaucoup plus grand. Alors qu'en région, faire 1 heure de route pour aller voir quelqu'un, c'est la normalité. C'est même pas loin. Fait que on considère cette réalité-là aussi. En région, souvent, il y a des bris de service. Il y a des hôpitaux qui ferment, tu sais, fait j'ai souvent des doulas qui, ben, c'est arrivé dans les derniers mois, là, mettons, une ancienne étudiante qui m'écrit, elle dit: «Là, j'ai quelque chose, là, notre hôpital vient de fermer, comment j'accompagne les gens adéquatement?» Puis on a placé ça avec elle. C'est pour ça que je dis que la communauté, le soutien continu, c'est vraiment riche parce que c'est très intense au début parce que tout est nouveau. À un moment donné, tu sais, tu prends tes repères, tu commences à pratiquer, puis tu sais, tu te sens un peu plus à l'aise, puis le cordon ombilical s'étire avec ton école, avec tes profs, avec tout le monde. Mais veux pas, dès que tu vis une situation nouvelle, ben, tu reviens. Fait qu'on est toujours là pour ça, justement, pour assurer ce soutien-là en continu. Autre chose? On se reparle demain, hein, pour la suite. On va voir encore, j'ai encore bien du stock à vous partager demain. Demain, on va parler, je vous l'ai expliqué, de comment en vivre, de comment organiser son travail. Fait que ça va se concrétiser encore plus, là, la vision, de quoi ça pourrait avoir l'air si j'allais vers ce métier-là demain.